Macron qui annonce donc une nouvelle ère dans la doctrine de dissuasion nucléaire française, celle qu'il appelle la dissuasion avancée. Augmentation des ogives, participation des Européens, complémentarité avec l'OTAN sans partage de la décision ultime. Un discours de puissance assumé qu'on va décrypter avec nos invités et spécialistes en plateau. Le demi-siècle qui vient sera un âge nucléaire. Ce sont les mots du président de la République qui n'hésitera pas, je cite, à utiliser cette force nucléaire pour protéger les intérêts vitaux de la France. Johan Baudin, spécialiste des questions de défense ici à France 24, nous a rejoint. Bonjour Johan, on assiste donc à un tournant majeur, on entre dans une nouvelle ère. Un tournant, oui, mais pas vraiment une rupture non plus. C'est une évolution majeure, comme le dit le chef de l'État, avec deux principales annonces. Tout d'abord, eh bien, je vous l'avais rappelé, l'augmentation du nombre d'ogives de missiles dont dispose la France. Aujourd'hui, il y en aurait 296 répartis en deux forces, la force océanique stratégique et la force aérienne stratégique, c'est-à-dire à la fois les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La France en dispose de 4, avec un en permanence à la mer. D'ailleurs, ce discours a été fait devant le SNLE, le Téméraire, qui s'apprête à prendre la mer, qui s'apprête à se diluer dans l'océan pour être prêt à effectuer, en cas de mesures défensives, une frappe qui dissuaderait, qui donnerait des dommages irréversibles et inacceptables pour un adversaire. L'autre annonce, c'est la dimension européenne. Alors, la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française est depuis le général de Gaulle. La sécurité de la France ne peut être dissociée de celle de ses partenaires européens. Tous les présidents de la Ve République, ont affirmer que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Alors, c'est quoi les intérêts vitaux ? C'est là où il y a un certain flou stratégique qui est volontiers entretenu. Il n'y a pas de ligne rouge, mais aujourd'hui, ce qu'a voulu exprimer le chef de l'État, c'est un nouveau pas en avant vers ce qu'il a appelé une dissuasion avancée. En mars 2025, le chef de l'État avait répondu à un appel historique du chancelier allemand pour ouvrir un débat stratégique sur la protection de la dissuasion de nos alliés du continent européen. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, donc, avec la possibilité d'un déploiement de circonstances de cette force stratégique chez nos alliés. Les forces aériennes stratégiques pourront se disperser sur le sol européen. Tous ceux qui oseraient s'en prendre à la France savent, je cite Emmanuel Macron, savent le prix insoutenable qu'ils auraient à payer. Ludovic de Foucault, c'est un message implicite à l'Iran et à la Russie ? C'est un message implicite à tous les ennemis potentiels de la France. C'est juste un rappel de la doctrine historique de la France en matière de dissuasion nucléaire. Si les intérêts vitaux, si ce que la France décrit comme ses intérêts vitaux, le président de la République a rappelé que la définition, l'appréciation de ces intérêts vitaux resterait, même avec cette évolution de la doctrine, à la discrétion souveraine de la France. Si un pays tiers s'en prenait à ce que la France considère comme ses intérêts vitaux, alors la réplique serait immédiate et serait de nature à se prémunir contre toute attaque supplémentaire, puisqu'il n'y a pas de gradation dans la réplique française. C'est ce que le président a rappelé. C'est encore une fois un fondamental de la doctrine nucléaire française. On peut adapter toute mesure en termes de riposte conventionnelle, mais quand il s'agit de décider d'appuyer sur le bouton nucléaire, là, on annihile complètement la menace. Voilà. Donc ça a été rappelé. Ce qui est intéressant, c'est de noter l'évolution de cette doctrine. Je note quelques mots. La doctrine nucléaire française, la dissuasion reste un intangible français. C'est un mot qui a été prononcé par le chef de l'État. Mais intangible ne veut pas dire inerte. Alors, déjà un premier mot et une première évolution qu'il a noté. L'indépendance ne veut pas dire solitude. On comprend où il veut en venir. Et quand il commence à ouvrir un dialogue avec les Européens, il parle bien de dialogue et il refuse qu'on parle de partage. C'est-à-dire que la décision restera toujours à la discrétion et restera toujours une question de souveraineté française. C'est intangible, de même que l'appréciation des intérêts vitaux. Mais on comprend que
Emmanuel Macron veut lever le voile et veut faire participer ses partenaires européens, il a parlé de 8 pays qui seraient intéressés par ce processus, à l'architecture défensive et nucléaire française. Ça passe par la dissémination de capacités nucléaires françaises sur le continent et aussi la participation de partenaires européens à des exercices conjoints. L'Allemagne, j'énumère ces fameux 8 pays. Allez-y. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark, qui seraient potentiellement intéressés justement par cette dissuasion avancée dont parle. Voilà, cette coopération se ferait un peu sur le modèle de ce qui existe déjà, c'est ce que le chef de l'État a dit, entre la France et la Grande-Bretagne. À la différence que la Grande-Bretagne est d'ores et déjà un pays doté, contrairement aux autres pays cités, et cette coopération serait particulièrement poussée avec le partenaire allemand. Il y a effectivement un nombre de traités très importants pour la coopération entre la France et la Grande-Bretagne. Ces deux pays, vous l'avez rappelé, dotés sur le continent européen. Mais aujourd'hui, il y a un élargissement. Et bien, le chef d'État a parlé du concept de convergence stratégique en citant donc ces pays. Et parmi ces pays, eh bien, la plupart sont joints à ce débat. Mais pour l'instant, le pays en Europe sur lequel s'appuie eh bien, le chef de l'État et la France pour faire évoluer sa doctrine, eh bien, c'est l'Allemagne. Il a prévenu qu'il reviendra, le chef de l'État, dans les prochains jours sur la réponse française à la guerre en Iran. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? À quoi faut-il s'attendre? Alors, un mot sur l'Iran. Eh bien, le chef de l'État a affirmé que l'Iran possédait encore de pleines capacités nucléaires et balistiques. Et ça, c'est effectivement une annonce importante. Et dans quelques jours, où il doit effectivement se annoncer eh bien, probablement des décisions concernant ce conflit au Proche-Orient. Vous le savez, eh bien, il y a une base française aux Émirats arabes unis qui a été d'ailleurs touchée par un tir de missile. Donc, comment la France aujourd'hui va réagir à cette déflagration majeure qui a lieu en ce moment au Proche-Orient? Eh bien, c'est toute la question. Quel va être le positionnement français sur ce conflit? Et on sent, Nina, on sent que le président de la République n'a pas souhaité que l'actualité au Moyen-Orient ne vienne trop se télescoper avec son discours qui était très attendu sur l'évolution de la doctrine nucléaire française. Donc il a un peu évacué la question iranienne en disant sur l'Iran, il faudra parler des capacités balistiques et nucléaires non détruites et je reviendrai dans quelques jours. Et malgré tout, le contexte international a forcément fondamentalement changé la teneur de ce discours. Bah forcément, oui. Et c'est dans ces conditions que le président de la République a inscrit son discours, mais on sent qu'il a quand même, il n'a pas voulu paraître comme réagissant à chaud à cette actualité et en proposant une évolution de la doctrine française sur le temps long, en l'enracinant sur le continent européen, en le pensant dans la profondeur du continent européen, en proposant, avec cette histoire de dissémination, ce qu'il a appelé un archipel de force. Et on va décrypter aussi ce discours avec Didier Chaudet, géopolitologue, qui est également avec nous. Bonjour, vous avez suivi comme nous le discours d'Emmanuel Macron sur sa doctrine de dissuasion nucléaire qu'il appelle désormais la dissuasion avancée. Comment vous l'analysez? Assiste-t-on à un tournant dans la doctrine nucléaire française? Et à quel point a-t-elle été, selon vous, percutée par l'actualité ces derniers jours? Je ne parlerai ici comme spécialiste plutôt sur l'Iran. Je pense c'était une très bonne chose de maintenir ce discours et de ne pas laisser l'actualité l'influencer. Parce que dans cette situation, la France n'a pas véritablement eu son mot à dire. Et il s'agit, avec ce discours de l'île Longue, de replacer nos intérêts les plus importants en Europe. Et c'est bien en Europe qu'il faut défendre nos intérêts avant tout. Vous n'imaginez pas que le discours d'Emmanuel Macron ait pu être modifié ces dernières 48 heures avec l'avènement d'une guerre en Iran et plus globalement d'une guerre régionale dans le Golfe? Vous savez, si on doit parler de dissuasion nucléaire, on peut penser à un compétiteur comme la Russie, éventuellement, si les tensions continuent à augmenter.
Mais face à l'Iran, il faut raison garder. L'AIEA, il y a quelques heures, a été extrêmement clair. L'Iran n'a pas de programme nucléaire militaire. Et ça va faire à peu près une vingtaine d'années qu'on annonce qu'en 2 semaines, 2 mois, 6 mois, l'Iran pourra avoir l'arme nucléaire et on l'attend toujours. Donc la question nucléaire, ici telle qu'elle a été évoquée, n'a pas été contaminée par la question iranienne pour de très bonnes raisons. Le problème ici est en Europe. Pour la dissuasion nucléaire, doit d'abord protéger nos alliés européens et nous-mêmes. Les, Euro... L'Iran, c'est un autre sujet. Les Européens, oui, les Européens qui n'ont pas été consultés avant que les États-Unis ne frappent l'Iran, il y a quand même le constat d'un unilatéralisme de la part des Américains qui a pu renforcer l'urgence d'une autonomie stratégique européenne portée par Emmanuel Macron. Totalement, d'autant plus que quand on se concentre ainsi de cette façon sur l'Iran, sur ce conflit-là, on en vient à oublier l'Ukraine, quelque chose qui commence d'ailleurs à inquiéter à Kiev en termes de soutien militaire concret. Ce qu'on utilise contre l'Iran ne pourra pas être utilisé pour protéger l'Ukraine. Il faut prendre ça en compte. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut voir le discours sur cette question nucléaire d'abord dans un cadre européen et ne pas le mélanger à une situation iranienne qui, elle, demandera d'autres types d'actions et devra amener aussi un débat en France sur notre présence au Moyen-Orient, sur le fait d'être basé aux Émirats, une idée qui s'est imposée en 2009 sous le président Sarkozy et qui amène à se poser des questions sur quelle politique on pourrait avoir, nous, pour être véritablement indépendants sur place à partir de cette base. L'idée était de peser sur les événements en ayant une base dans les Émirats. Pour l'instant, nous courons derrière les événements plus que nous les influençons. En tout cas, je crois que Emmanuel Macron n'a pas du tout parlé des États-Unis. Et Johan Baudin, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Europe doit apprendre à se défendre sans les Américains. Oui, effectivement, il a parlé bien d'un affaiblissement des alliances. La présence américaine en Europe a été annoncée comme allant se réduire par le président Trump, une présence qui est principalement mise et installée en Allemagne. On sait que le président Trump a prévu de baisser les effectifs qui sont positionnés en Europe. Et pour l'instant, on ne connaît pas encore clairement le pourtour, le périmètre de cette baisse d'effectifs américains. Est-ce que il va s'agir de soldats ou alors est-ce qu'il va s'agir aussi peut-être de forces stratégiques? Vous savez qu'il y a plusieurs pays en Europe où sont installées des bombes nucléaires, mais qui ne peuvent être portées que par des F-35 américains. Donc, face à cet affaiblissement de l'Alliance et face à ces discours entretenus par le président Trump, le chef de l'État, depuis le 2017, parle de cette autonomie stratégique sur laquelle l'Europe doit avancer. L'Europe doit prendre en compte sa sécurité. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que compter sur l'OTAN, c'est compter sur les États-Unis et donc Ludovic de Foucauld sur Donald Trump, sur qui on ne peut pas compter finalement. C'est ça qu'on comprend en commun. Emmanuel Macron a dit que la coopération sécuritaire avec les États-Unis continuera sur le sol complémentaire, européen, mais qu'il constatait que les États-Unis avaient, un réaménagement de leurs priorités. Voilà le terme qu'il a utilisé, un réaménagement de leurs priorités. Et donc, en fonction de ce que font les Américains, c'était aux Européens d'en tirer les leçons et donc de s'organiser ensemble pour prendre en main notre destin. Enfin, voici encore une autre citation du président. Donc, je pense que le chef de l'État veut proposer un discours réaliste. Il ne s'agit pas de s'en prendre aux États-Unis. Lui, il parle d'autonomie stratégique européenne depuis le premier jour. Il l'a encore rappelé. Et quelque part, il dit que l'évolution de la situation géopolitique internationale lui donne raison et que les Européens doivent s'en remettre à eux-mêmes. Et il se trouve qu'en Europe, ou en tout cas en Union européenne, il y a un pays doté, c'est la France.
Alors, on va revenir sur l'embrasement régional, le risque d'embrasement régional dont a parlé Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter une partie de ce discours de puissance. On en reparle avec vous juste après. Dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. L'essentiel, comme je le disais, est que tout adversaire ou toute combinaison d'adversaires ne puisse entrevoir la possibilité d'une quelconque frappe à l'encontre de la France sans la certitude de se voir infliger des dommages dont il ne se relèverait pas. Didier Chaudet, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre les mots d'Emmanuel Macron, ce qu'on vient d'entendre? En fait, ici, il joue son rôle de président de la République. Encore une fois, il s'agit d'être très clair sur le fait qu'il y aura une protection par l'arme nucléaire de la France et de ses alliés les plus proches, de ses alliés européens, ce qui, encore une fois, fait sens. Quand on se concentre sur la raison de cette dissuasion, aujourd'hui, elle est en Europe face à un autre État doté qui a envahi son voisin, la Russie face à l'Ukraine. Et il s'agit ici de jouer le rôle que la France peut avoir en tant qu'État doté. Ici, Emmanuel Macron ne fait rien d'autre que suivre une tradition française de projection de puissance et de capacité que les autres n'ont pas et qu'il offre naturellement à nos voisins européens par bon sens. Malgré tout, il a sorti cette démonstration traditionnelle de puissance, comme vous dites, du risque de cet état de fait, qu'il y a un risque que les conflits, je le cite, franchissent un seuil nucléaire, le risque d'un franchissement plus grand. À quel point sommes-nous proches de ce seuil nucléaire aujourd'hui? C'est toute la question. On l'a vu déjà plus loin de nous, en Asie, les dernières tensions entre l'Inde et le Pakistan auraient pu tourner au nucléaire si la guerre avait continué. Ça va faire maintenant depuis 1 à 2 ans qu'on voit l'Inde, la Chine, le Pakistan se renforcer de ce point de vue-là, en prenant en compte le fait qu'un échange nucléaire pourrait être possible. L'Inde se prépare depuis un certain temps à une guerre sur 2 fronts face à la Chine et au Pakistan, et elle accepte totalement l'idée de l'emploi nucléaire. Dans un monde plus instable, utiliser l'arme nucléaire devient une possibilité. Si c'est le cas en Asie, ça peut l'être ailleurs dans le monde, notamment en Europe, encore une fois, face aux compétiteurs russes. Mais cette guerre israélo-américaine en Iran, dont on ne peut pas ne pas parler, montre quand même les limites de la dissuasion. Très clairement, Israël a 90 armes nucléaires, autant que je sache, ça ne l'a pas aidé à se protéger de ses voisins. Mais l'arme nucléaire aide à protéger d'une certaine façon. Elle aide à protéger la survie d'un État, même dans une situation de défaite au niveau conventionnel. Elle empêche les guerres d'aller trop loin. Si l'Inde pourrait vaincre le Pakistan, ça ne voudrait pas dire qu'elle irait jusqu'au bout, parce que maintenant, en face d'elle, elle a un autre État nucléaire. Mais bien entendu, c'est pour ça que je voulais vraiment faire le distinguo entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce discours. C'est qu'au Moyen-Orient, l'arme nucléaire n'est pas suffisante, n'est pas véritablement la question si on veut arriver à une stabilisation. On a mis en avant la capacité iranienne, mais avec ce qui se passe actuellement, quand on regarde les choses d'Ankara, par exemple, on peut se poser la question du besoin de se nucléariser. En fait, ce qui arrive en ce moment à l'Iran, qui n'a pas les capacités de se défendre parce qu'ils ne sont pas nucléarisés, qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire, pourrait pousser d'autres États dans la région à se dire c'est peut-être le moment d'agir. Les Ukrainiens n'ont pas eu l'arme nucléaire, ils n'ont pas pu se défendre. Les Iraniens n'ont pas eu l'arme nucléaire, ils n'ont pas pu se défendre. Qui sera le prochain sur la liste ?
Didier Chaudet, je vais vous poser une question. Est-ce que vous craignez un embrasement régional? Est-ce que vous craignez que les Européens, je pense à Paris, Berlin ou Londres, soient entraînés par les États-Unis dans un conflit à plus grande échelle au Moyen-Orient? Je vous avoue que c'est véritablement une peur que j'ai, surtout en vivant à distance en Chine, donc en entendant un autre discours médiatique. On a le sentiment d'une évolution. Les Européens suivent, sont obligés de s'adapter, mais n'ont pas été consultés, alors que le Moyen-Orient, c'est notre voisinage. Et peut-être que du côté européen, à Paris, à Berlin, à Londres, on n'a pas encore totalement saisi l'idée que l'indépendance allait vouloir dire travailler ensemble, accepter que les Américains ont leur propre voix, défendre leurs propres intérêts nationaux, et que nous-mêmes, au Moyen-Orient, ce dont nous avons besoin, c'est de stabilisation avant tout. Et ça va vouloir dire parfois être en opposition avec les Américains, avec les Israéliens, avec d'autres acteurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe en Iran en ce moment, le pire est à venir si le pays se fragmente, si le régime s'écroule, le pays peut se fragmenter. S'il se fragmente, on a une grande Syrie au Moyen-Orient avec des risques sécuritaires, migratoires, énergétiques énormes pour les Européens et aussi pour un certain nombre de nos partenaires asiatiques. On regarde les choses avec une certaine inquiétude à New Delhi aujourd'hui. Pour s'en tenir au fait, Didier Chaudet, ces dernières heures, des drones iraniens Shahed ont ciblé une base britannique à Chypre. Chypre qui maintenant réclame des garanties de sécurité. En frappant cette base, est-ce que Téhéran a franchi une ligne rouge et projette justement le conflit jusqu'aux frontières de l'Union européenne? En fait, c'était quelque chose de relativement attendu. Ça a été dit et redit par les médias iraniens, par la diplomatie iranienne elle-même. Si un certain nombre de lignes rouges par rapport à eux, par rapport à leur régime, étaient dépassées, ils n'auraient aucune limite dans leur réponse. Ils savent très bien que la suite, c'est la chute du régime et c'est un certain nombre de difficultés pour ceux qui sont au pouvoir actuellement. Donc dans une telle situation, il n'y a plus rien à négocier et on frappe de plus en plus fort. On n'est pas arrivé encore au pire du pire, mais le fait qu'il y ait des frappes jusqu'à Chypre n'est pas particulièrement choquant, entre guillemets. Les drones et les missiles iraniens peuvent frapper jusqu'en Grèce ou en Roumanie. Et très clairement, ils vont se concentrer d'abord au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, la situation pétrolière dans la région peut également être ciblée et ça pourrait également être terrible. Mais le fait que ces frappes arrivent n'est pas particulièrement étonnant. On ne pouvait pas s'attendre que les Iraniens ne répondent pas à la situation actuelle. Ces frappes qui pourraient aussi venir du Hezbollah libanais. Exactement. L'Iran va s'appuyer sur tous ses alliés. Je crains plus les Houthis que le Hezbollah libanais aujourd'hui, très concrètement. Mais le fait est que le régime est dans une situation de lutte pour sa survie. Donc quand on lutte pour sa survie, on ne s'arrête pas, on ne se dit pas qu'on passe une ligne rouge. Les lignes rouges ont déjà été passées et il faut faire comprendre que être allé aussi loin dans les tensions actuelles, n'avoir pas donné sa chance aux négociations, a un prix. Parce que si je vous comprends bien, Didier Chaudet, Téhéran pourrait donc cibler l'Europe et même la France à ce stade, c'est ça que vous dites? Elle n'a pas les moyens militaires de frapper la France sur le territoire national. C'est beaucoup trop loin, elle n'a pas ces capacités. Mais très clairement, frapper encore plus fort au Moyen-Orient, utiliser tous ces réseaux possibles. Si le régime ne voit pas de porte de sortie, s'il n'y a pas de possibilité de négociation, d'apaisement, c'est hélas la réaction la plus rationnelle. S'ils se savent condamnés, pourquoi retiendraient-ils leur coup? Vous avez évoqué le fait que, vu de Chine, la lecture des événements était très différente. Est-ce que vous pouvez élaborer comment on voit la situation en Chine, comment on voit la situation en Inde? Quand on regarde les Européens, on a véritablement du mal à comprendre leur logique, parce qu'en effet, on est dans une situation de réaction
complète et le sentiment qu'en fin de compte, encore une fois, les Européens vont s'aligner. C'est vu comme d'autant moins compréhensible que si l'Inde et la Chine sont dépendants du pétrole moyen-oriental, les Européens aussi ont besoin de stabilité au Moyen-Orient pour leurs propres intérêts. Donc la question qu'un certain nombre de mes interlocuteurs se posent, c'est est-ce que les Européens sont encore capables de comprendre leurs intérêts nationaux réels? C'est-à-dire qu'il est bien clair, bien sûr, qu'il faut parler avec nos alliés, qu'il faut assurer une vie meilleure pour la population iranienne éventuellement. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a été dit par des contacts récents, mais quid des intérêts français, quid des intérêts allemands, quid des intérêts britanniques? Est-ce que c'est encore inclus ou est-ce qu'on a du mal à les prendre en compte? Et c'est vrai que parfois on peut se dire que la question se pose. Il est dans notre intérêt que les choses n'aillent pas au pire. Et en fait, si on veut défendre la population iranienne, il faut lui assurer que ce qui se passe en ce moment ne nous amène pas à une nouvelle Syrie, à une nouvelle guerre civile. Didier Chaudet, géopolitologue, merci pour votre intervention sur notre antenne. Merci pour nous avoir aidé à comprendre ce discours de puissance, ce discours, cette nouvelle doctrine de dissuasion avancée telle qu'elle a été présentée par le chef de l'État cet après-midi.